Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, Paul Biya réussira-t-il à décrisper les tensions dans les régions anglophones avec l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains détenus? 289 prisonniers de la crise socio-politique des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun retrouvent progressivement la liberté depuis ce vendredi. Si une frange de la classe politique salue cette mesure du chef de l'État, d'autres par contre pensent qu'il faudrait aller plus loin pour un retour à la paix. Alors que l'opinion nationale est suspendue à l'attente d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État, Paul Biya, vient de procéder à un toilettage des entreprises publiques au Cameroun. De nouveaux directeurs généraux ont été nommés ce vendredi à la Camtel, l'ENAM ainsi que la Mideno. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. 120 personnes libérées ce vendredi à Yaoundé. Elles bénéficient de l'arrêt des poursuites ordonnées par le chef de l'État contre certains détenus de la crise anglophone. L'audience à l'issue de laquelle elles ont été libérées s'est tenue au tribunal militaire de Yaoundé. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi et de Aïe Cyril. Tribunal militaire de Yaoundé. Des familles ont déjà préparé les valises de leurs proches. Interpellés dans le cadre de la crise anglophone et détenus depuis plusieurs mois, ils sont mis en liberté. Même vous, vous êtes content, non? Tout le monde est content, je pense. On l'a arrêté à Mbanga. On l'avait arrêté à Mbanga parce que on dit qu'il avait simulé les messages de strike messages. So, depuis là, il est toujours ici. On vient chaque mois pour les procédures. Et malheureusement, on ne lui a fait jamais juger. Donc ça nous donnait trop de stress. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça c'est la fin. Et j'ai pris Dieu, de Dieu qui a touché les chefs d'État, qu'il continue à lui toucher pour que tout le monde ait le joie. La mesure a été prise par le chef de l'État qui a ordonné l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre des personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État a pris sur lui l'engagement de décrisper cette situation en faisant laisser près de 289 personnes qui sont poursuivies par devant le tribunal militaire. Les poursuites ne veulent pas dire les gens qui sont déjà condamnés ou les gens qui sont en appel. Tous les détenus de la crise anglophone ne seront pas libérés. 289 seulement sont concernés par cette mesure, ce qui laisse un arrière-goût d'inachevé. Il y a une crise générale et il faut la traiter de manière générale. Parce que finalement, lorsqu'on laisse en prison ce qu'on considère comme le leader, est-ce qu'on a la certitude que la crise va s'arrêter parce qu'on a libéré quelques-uns? Et il y a 1 an et demi, on avait libéré M. Polayabine, Maître Nkongo, M. Fontem. La crise a continué. Nous pensons qu'il y a une solution générale à prendre et qu'il faut avoir le courage de la prendre. Tout en saluant l'acte du chef de l'État, les activistes des droits de l'homme questionnent l'opportunité même d'interpeller des jeunes qui manifestent. Tous ces jeunes qui sont là n'ont pas pris les armes. D'ailleurs, ils sont encore prévenus là. Les mesures ne concernent pas ceux qui ont été condamnés. On peut scander des slogans. Ce n'est pas parce qu'on a scandé des slogans, même si on dit que monsieur le chef de l'État, on en a marre, qu'on doit amener ces jeunes-là devant le tribunal militaire. 120 personnes sont concernées par l'arrêt des poursuites à Yaoundé, notamment 82 à la prison centrale à Kondengui, 3 à la prison principale, 33 au CED et 2 à la PJ. Et sur place à Douala, ce sont au total 14 détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont été relaxés ce jour au thème d'une audience publique tenue au tribunal militaire à Bonanjo, conformément aux prescriptions du Code de justice militaire. Écoutons donc tour à tour ces différentes réactions, celle du colonel Ambani Pauline, présidente du tribunal militaire de Bonanjo, ainsi que Tinda Yemeyo, commissaire du gouvernement.
Le président de la République à l'endroit de ces accusés qui, pour la plupart, encouraient la peine capitale. Alors, comme le président de la République a prescrit l'arrêt des poursuites, c'est ce que nous devons faire. Et nous, rendus à notre cabinet, nous allons tout de suite signer les ordres de mise en liberté. Il s'agit d'une mesure spéciale prescrite par le chef de l'État et qui est conforme à la loi. Elle est conforme aux dispositions combinées du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire qui prévoit que le chef de l'État peut ordonner l'arrêt des poursuites lorsqu'il estime utile, opportun, dans le cas où il estime que l'ordre public peut être perturbé ou atteint. Et dans le cas d'espèce, les détenus qui ont comparu ce jour ont bénéficié, il convient de le dire, de la mansuétude du chef de l'État, car pour la plupart, comme la présidente l'a dit, ils encouraient des peines assez lourdes et il y avait quand même des charges pour certains suffisantes. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. La décision est rendue conformément aux prescriptions du chef de l'État. Une fois que les ordres de mise en liberté auront été signés par Madame la Présidente, nous allons nous charger de leur exécution, notamment en les transmettant à la prison et en veillant à ce que les accusés qui ont été acquittés ce jour soient effectivement mis en liberté. Merci. Interrogé par Equinox Télévision, l'un des bénéficiaires de la grâce présidentielle exprime sa reconnaissance. Nous l'écoutons. Je remercie aussi particulièrement le président de la République pour l'effort qu'il a fourni pour notre libération. Je souhaiterais aussi qu'il regarde aussi nos amis qui sont encore dans la prison pour qu'ils soient aussi libérés. Et les réactions n'ont pas tardé au sein de la classe politique après la décision du chef de l'État d'arrêter les poursuites judiciaires contre un certain nombre de personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Si certains saluent cette décision du président, d'autres par contre pensent qu'il faudrait aller plus loin pour un retour total à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, avec notamment l'ouverture d'un dialogue. Le reportage de Gladys Sidi. Après le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République, un message a été posté sur la page Facebook du président Paul Biya. J'ai décidé ce jour l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Un post qui a suscité près de 1000 commentaires des Camerounais qui, pour la plupart, ont salué l'initiative en soulignant une décision louable. La réaction des hommes politiques ne s'est pas fait attendre. Le coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens, par voie de communiqué, a fait savoir que comparé au nombre total de détenus dans le cadre de la crise anglophone, seulement 289 personnes bénéficient de l'arrêt des poursuites. C'est dire que l'on est encore loin du compte. Il appelle le gouvernement à accélérer le processus de libération des autres personnes arrêtées sur l'étendue du territoire national dans le cadre de cette crise. Cabral Libye, en terminant son communiqué, invite Paul Biya à prendre enfin ses responsabilités en se rendant lui-même dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le chemin de la sortie de crise est encore long, écrit Franck Essi, le secrétaire général du CPP. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir que la question anglophone s'est muée en problème anglophone. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse volontairement d'entendre tous les appels au dialogue. Il estime que prendre la mesure de cette situation, c'est prendre des décisions qui s'attaquent à la racine des problèmes à travers la concertation la plus large possible. Pour la conférence générale anglophone, la décision prise par le chef de l'État est une bonne chose, même si elle aurait voulu que tout le monde soit libéré. Mais c'est déjà le début d'une longue route. Au total, 289 personnes détenues dans le cadre de la crise qui ravage le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2 ans bénéficient de l'arrêt des poursuites. Pour l'heure, leur identité n'est pas encore connue. Autre actualité au cœur de ce journal, lutter contre le trafic du carburant, préserver les stocks de sécurité, assurer l'approvisionnement des stocks commerciaux et veiller à l'application des mesures anti-incendie. Ce sont là quelques recommandations faites au nouveau directeur général de la SCDP. Madame Mwampeya Véronique vient d'être installée dans sa nouvelle fonction à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration tenue ce jour à Douala. Le reportage de Jean-Paul Chouniat. La Société camerounaise de dépôts pétroliers
un nouveau directeur général. Manzoa Véronique épouse Mompé Ambio, installé dans sa nouvelle fonction par le directeur général sortant et ministre de tutelle. Au moment où une nouvelle page s'ouvre à la SDP ce jour, je voudrais vous en faire un bref état des lieux. La situation financière se porte relativement bien. Les résultats nets comptables des 8 derniers exercices sont positifs. La SDP est dans un chantier de restructuration sur tous les plans. En résumé, les signaux sont ouverts. Il faut maintenir le cap. Le ministre de l'Eau et l'Énergie prescrit une dizaine de recommandations à l'heureuse promue en vue d'une performance permanente de la SDP en cours de restructuration. Les mesures vitales pour l'entreprise concernent l'approvisionnement permanent des stocks commerciaux et la préservation des stocks de sécurité en vue d'éviter d'éventuelles pénuries sur le marché, l'extension des capacités de stockage, la lutte énergique contre le siphonnage des produits pétroliers, la sécurisation de tous les sites de stockage à travers le pays, l'accroissement de la logistique de transport par rail, le renforcement du dispositif anti-incendie, entre autres. La nouvelle patronne de la SDP prend la mesure des défis à relever pour le maintien de l'entreprise sur le cap de la compétitivité et la performance. En ce qui concerne les chantiers, je crois que le cahier de charge vous a été lu par monsieur le ministre qui est la tutelle. Et il ne s'agit pas d'un seul chantier, il y en a beaucoup. Et nous allons nous y atteler pour que vive le secteur pétrolier aval et pour qu'il y ait toujours des stocks et des stocks de sécurité en temps réel. Cumulant 29 ans d'expérience dans l'administration publique, Manzoa Véronique, avant sa nomination sur décret présidentiel, occupait jusqu'au 13 décembre le poste de directeur général adjoint de la CSPH, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Jusque-là membre du conseil d'administration de la SDP, Madame Mompé Ambio prend ainsi la tête d'une maison qu'elle connaît bien. Titulaire d'un master en business administration, Manzoa Véronique est âgée de 52 ans et mère de 3 enfants. C'est un tsunami qui vient de souffler sur le top management de certaines entreprises et administrations publiques au Cameroun. Mohamedou Saoudi a été nommé ce jour suivant un décret présidentiel, président du conseil d'administration de la Camtel, et au poste de directeur général. Judith Ya Soundé épouse Achidi. Le nouveau directeur général adjoint de la Camtel est Olé Daniel Bertrand. Un autre décret nomme Sumbu Angoula Bertrand-Pierre au poste de directeur général de l'ENAM et comme directeur général adjoint, Aruna Poulbia a également effectué un changement à la tête de la mission de développement du Nord-Ouest. Cette structure est désormais pilotée par Matoya Cletus, directeur général de cette structure. Tout autre chose, à présent, l'accaparement des terres, des dépassements des limites d'exploitation minière et forestière et autres pollutions de l'environnement sont les principales violations des droits des communautés riveraines aux zones d'exploitation des ressources naturelles. La société civile interpelle le gouvernement. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Le cas du jeune Sosten Samba est à la fois pathétique et préoccupant. Lui qui a 12 ans est tombé mortellement dans le piège de l'exploitation minière sauvage et irresponsable dans la région de l'Est. Il y a de plus en plus de cas qui se produisent dans les zones d'exploitation minière où les sites ne sont pas réhabilités après l'exploitation. Par conséquent, ce n'est pas que ce petit, mais c'est plusieurs autres membres des populations riveraines qui se retrouvent soit en train de se faire enterrer par des éboulements, soit en train de se laisser noyer, n'est-ce pas, par des lacs artificiels qui se forment. L'État doit prendre des mesures pour mettre fin à ce désordre qui est organisé par les exploitants miniers au Cameroun. En plus, l'exploitation des ressources naturelles ouvre très souvent la voie à la violation flagrante des droits des communautés riveraines. Il y a cette situation où on retrouve, n'est-ce pas, une pollution de l'environnement dans les projets d'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les projets agro-industriels ou miniers surtout. Il y a aussi l'atteinte aux droits fonciers des populations rurales et autochtones. Bien que la terre constitue leur principale source de survie, n'ont plus accès à la terre parce que
les politiques de l'État, l'avarice des agro-industries et des autres exploitations, des exploitants des ressources naturelles et même les procédures d'obtention des titres fonciers ne facilitent pas, n'est-ce pas, leur accès à la propriété foncière. Entre l'accaparement des terres, l'absence des études d'impact environnemental, l'abandon des sites miniers qui deviennent des tombeaux ouverts, les populations rurales et autochtones ne savent à quel sens se vouer. Au banc des accusés, l'on cite pêle-mêle l'État et ses démembrements, les chefs traditionnels, les élites et même les multinationales, plus préoccupés à se remplir les poches, privant ainsi les populations de leur droit à la survie. Devant la gravité de la situation, l'association Terre Cameroun tire la sonnette d'alarme. L'État doit prendre des mesures urgentes. Dans les politiques mises en œuvre pour gérer les ressources naturelles, l'État doit donner une place importante aux populations rurales et autochtones. Et l'État doit aussi prendre des mesures pour contraindre, n'est-ce pas, les exploitants à qui il attribue des concessions à respecter, n'est-ce pas, les cahiers de charges et En espérant que ces appels ne tombent pas dans les oreilles de sourds, dans un contexte où l'exploitation des ressources naturelles, au lieu de profiter aux communautés riveraines, les appauvrit plutôt. Quel paradoxe! Le gouvernement camerounais envisage d'étendre sa production du riz en Afrique centrale, ceci avec l'expertise japonaise, même si l'essor de ce secteur est encore à la traîne au Cameroun. Gizogo et Emmanuel Diop. Le constat est là, sans aucun doute, l'Afrique croule sous le poids des importations de riz. Les quantités de riz importées dans les pays africains sont énormes. Et nous voulons renverser la tendance. D'abord, tout commence par la formation. Et maintenant, cette formation-là, quand ils auront acquis ces connaissances, ils vont les vulgariser et ça va aider toute la chaîne de production, toute la filière, des semenciers jusqu'aux agriculteurs, pour qu'on puisse progresser dans la production du riz. La réponse pour pallier cette insuffisance au Cameroun se trouve dans la mise en avant du projet de développement du riz irrigué et pluvial, PRODERIP. Cette expertise est étendue à l'Afrique centrale à travers une formation qui vient de se tenir à Yaoundé. C'est une opportunité précieuse pour partager ce résultat acquis à travers le projet PRODERIP au Cameroun. Donc je souhaite que tous les participants qui viennent de pays voisins pourront bien profiter de cette opportunité précieuse pour qu'ils puissent apprendre le leçon acquise à travers le projet PRODERIP au Cameroun. Voilà. Pour autant, il n'est pas encore question d'espérer une autonomie dans la production risicole, d'après les experts japonais qui accompagnent ce projet. Autonome de riz, c'est difficile parce que il y a beaucoup de riz importé encore, mais nous allons diminuer de riz importé. Ça, c'est notre objectif. En attendant, la production nationale au Cameroun fait son bonhomme de chemin. Les résultats au Cameroun sont encourageants. Ce n'est pas à la vitesse où on veut, mais on avance quand même. Vous avez le riz de Semri qui est là en permanence, vous avez en face du Minader. Des deux côtés, vous avez le riz qui vient d'Afrifoot, vous avez le riz qui vient de Ndop, qui sont déjà en permanence sur le marché. Le PRODERIP est développé au Cameroun avec le soutien du Japon qui ambitionne de faire passer la production de riz en Afrique de 14 à 28 millions de tonnes en 10 ans. Également en 2016, en collaboration avec le PNUD. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. L'hôpital régional de Bafoussam, appelé à améliorer son service d'accueil et d'urgence pour un meilleur suivi des patients. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire d'évaluation de tenue au sein de cette formation hospitalière. Le reportage de l'Éclair Sakem. Les urgences étant une vitrine de l'hôpital, comment faire pour améliorer celle de l'hôpital régional de Bafoussam? Cette préoccupation était au centre d'une réunion d'évaluation tenue ce mercredi dans la salle des actes de cette formation hospitalière. Nous avons autour de la table eu les représentants des malades, le personnel travaillant aux urgences, le personnel des autres services de l'hôpital, les forces de maintien de l'ordre qui très souvent nous ramènent certains cas qu'ils prennent en ville dans les rues. Avec tous ces gens-là, nous avons échangé. Après les travaux en commission du personnel, les exposants ont fait part de leurs préoccupations. Un médecin senior à côté de nous pour une prise en charge
un engorgement au service des urgences, c'est la limitation du quota de consultation pédiatrique. Ça, c'est un réel problème parce que en consultation externe, par exemple, quand la pédiatre vous dit elle veut 10 malades, ce qui se passe, c'est que les 45 enfants qui arrivent en consultation externe, on prend 10 patients et donc il y a 35 qui se retrouvent aux urgences et il faut les voir. Donc ça, c'est un véritable souci. Cette clause d'urgence, ça n'avance pas et il y a tous les problèmes. L'administration de l'hôpital régional de Bafoussam a pris acte des besoins réels des urgences et promet y apporter des solutions. Les problèmes soulevés, ils ont proposé des solutions. Et nous allons nous asseoir maintenant et reprendre toutes ces propositions. Et par priorité, nous allons commencer à les résoudre dès janvier 2019. Depuis 2013, l'hôpital régional de Bafoussam a institué la prise en charge des urgences sans paiement préalable. Pour le premier semestre 2018, sur les 50 millions attendus, moins de 5% de recettes n'ont pas été payées. Dans un tout autre registre à présent, la vie et le parcours de Simon Péké, de son petit nom Baba Simon, l'un des premiers prêtres camerounais retracé au travers d'une représentation théâtrale à Douala. Cette mise en scène a donc permis à l'assistance de saluer l'un des visages les plus actifs de la foi chrétienne en Afrique, Kediara Dalastiana. C'est devant un public curieux et en soif de nouveautés que s'est produit ce jeudi à l'Institut français de Douala la pièce de théâtre intitulée « Baba Simon, un père de la foi chrétienne en Afrique ». Une œuvre qui retrace le vécu de cet homme bègue, un prince bakoko, que rien ne prédestinait à la spiritualité, mais qui, suivant la voie tracée pour lui par son Dieu, s'est retrouvé à évangéliser des peuples. Son action la plus forte s'étant déroulée à Tokombéré, où il a exercé le plus clair de son ministère auprès du peuple kirdi. Ce Simon Péké, qui est devenu Baba Simon, a beaucoup travaillé au nord Cameroun pour ce peuple kirdi. Il a évangélisé. Il s'est approprié de cette mission et il a incarné le rôle de l'évangélisateur. Ce peuple kirdi ne connaissait pas ce qu'on appelait l'école. Et il ne connaissait pas Dieu. Lui, arrivé là-bas, il a apporté l'école. Il a apporté l'évangélisation. Et il a beaucoup œuvré. Incarner le rôle de Baba Simon est une grande fierté pour moi. Et je l'ai accepté parce que c'est pas donné. C'est une grâce. Baba Simon, de ce petit nom qui lui a été donné par les Kirdi, ne connaîtra pas que des jours heureux à Tokombéré. Il passera, comme nous l'apprendra la pièce, par de nombreuses tribulations. Parmi celles-ci, le décès d'un jeune garçon avec qui il vivait, un décès qui lui sera finalement imputé. En fin de compte, le peuple l'adoptera, et lui aussi, au point de demander aux siens de l'y enterrer à sa mort. Volonté qui ne sera pas respectée. Derrière cette histoire se dresse un homme, l'abbé Honoré Joseph Macon, fils spirituel de Baba Simon, auteur de 2 livres, dont Baba Simon, un ancêtre de l'avenir des églises en Afrique. Il se bat pour la vulgarisation de l'image de son mentor. Pour moi, c'est vraiment un début d'un spectacle qui doit nous intéresser, surtout nous toucher pour mieux comprendre la vie de Baba Simon. Baba Simon, c'est un saint. Et les Camerounais sont interpellés aujourd'hui pour que nous puissions aboutir à la béatification. Et c'est ainsi que viendra sa béatification, pas autrement, en mettant la main à la pâte, que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, puisse s'engager. Au cours de la grande première, on a également pu rencontrer la famille du missionnaire, très satisfaite de l'honneur suscité par la pièce. Baba Simon, c'était mon père. C'est le frère aîné à mon père. C'est un prince. Et quand il décide d'aller au séminaire, de se convertir, il a exercé comme régent en tant que roi régent. Il a assuré la régence du trône pendant 3 ans. Là qu'il décide donc d'aller servir la religion catholique. L'abbé Macon a fait rejaillir en moi, aux Adjelorumpo, le sens de l'amour du prochain et le sacrifice.
Le centre socio-éducatif Les Enfants de Mama Nono célèbre ses 30 ans d'existence sous le thème « La culture au secours de l'éducation ». Prestations musicales, expositions-ventes, conférences, débats sont les grandes orientations qui ont marqué ces premières journées. Des précisions avec François Dikoumé et Isabelle Carole Zopet. Le centre socio-éducatif Les Enfants de Mama Nono fête ses 30 années d'existence. 3 jours ont été retenus pour célébrer cet anniversaire qui est une occasion de sensibiliser les citoyens sur l'impératif de concilier 2 thématiques, à savoir la culture et l'éducation. Au cours des 2 premières journées, tous les enfants valides et handicapés du centre socio-éducatif ont présenté ce qu'ils ont appris à travers sketch, danse et exposition. Aujourd'hui était au menu la présentation des jeux sous ce thème-là. Tout ce qu'on a fait est par rapport à la culture. Et la présentation des objets fabriqués à base des matériels de récupération. Et pour fabriquer des objets d'art, donc vous voyez l'exposition là, pour montrer aux parents ce que ces enfants sont capables de faire. Ces objets ont été faits par la plupart par des enfants à problème. Excusez-moi le terme enfant à problème, d'autres appellent enfants handicapés. Mais nous on a fait enfant à problème parce que c'est des problèmes qu'on apporte toutes les solutions. Des conférences débats ont éclairé ces enfants et le public sur des thématiques différentes, parmi lesquelles le savoir-vivre. Dans une vie en groupe, le vivre ensemble va de soi, sinon ce ne serait pas possible. Vous êtes maman, vous avez constaté que de temps en temps, les enfants viennent se plaindre quand vous êtes à la maison. Quand ils sont déjà 2, ils vont venir se plaindre qu'ils ont des problèmes. Mais il y a des problèmes qu'ils règlent entre eux, sans votre avis, sans même vous informer. Donc c'est comme ça comment ils vivent en classe. Et c'est déjà cette culture-là. Pour la fondatrice, le bilan est positif. Je suis contente, c'est une grande joie. Une très grande joie de voir que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis qu'une graine de moutarde. Mais j'ai grandi, j'ai fait un grand arbre. Et tous les oiseaux viennent déposer leur nid. Et les fatigués viennent se reposer à l'ombre. La dégustation du gâteau d'anniversaire des 30 années d'existence du centre socio-éducatif Les Enfants de Mama Nono est prévue ce 14 décembre, précédée d'une remise de prix aux meilleurs élèves. L'actualité hors de nos frontières à présent, à moins de 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'alliance Bédié-Ouattara s'envole en éclats. Le PDCI accuse le chef de l'État d'avoir manqué à sa parole sur le candidat de l'alternance dans le PDCI en 2020. Henri Konan Bédié exige aussi la libération de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye. Les précisions avec Jean-Paul Chouniat. C'est presque la première déclaration d'une haute personnalité de Côte d'Ivoire qui exige la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye depuis le 30 novembre 2011 suite à la crise post-électorale dans ce pays. Quels que soient les crimes qu'il a commis, je pense que 7 ans, ça suffit pour la justice. Et je pense que comme son procès tire à sa fin, j'espère vivement qu'il soit libéré, qu'il retrouve la liberté. Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et au moment où la remise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé fait débat à la Cour pénale internationale, le deuxième président de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 déclare son divorce politique avec le parti du président en fonction, Alassane Ouattara. Parmi les multiples raisons de cette rupture, la violation de l'accord cadre garantissant le candidat de l'alternance au sommet de l'État en 2020 dans les rangs du parti PDCI-RDA. J'ai consenti avec le PDCI-RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Floué donc dans l'alliance avec Alassane Ouattara, l'homme fort de Daoukro est sur le chantier d'une coalition pour l'élection présidentielle à venir. Henri Konan Bédié tend la main à tous les partis de l'opposition ivoirienne, en l'occurrence le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Il m'a donné son accord pour contacter le FPI. Est-ce que Guillaume Soro pourrait faire partie de cette alliance? Il n'y a pas à l'exclure s'il désire rejoindre cette formation.
À 24 mois donc de cette élection présidentielle très attendue en Côte d'Ivoire, les alliances et contre-alliances ne font que commencer. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Outou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Nadine Yambou, nous allons revenir sur ces 7 décrets du président de la République qui ont véritablement fait bouger le landerneau managérial camerounais aujourd'hui. Et si le temps nous le permet, nous irons également en Côte d'Ivoire voir ce qui ne va pas réellement entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Bonsoir à vous, Sandrine. Bonsoir à vous, Serge Alain Outou. Voilà, Nadine, je voulais dire. Rendez-vous vendredi 20h, c'est bien cela? Exactement, Serge Alain. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos deux invités.